Slides are in French. I'm going to speak in French, but I think your French is coming to this meeting. So, my title is Asthma and Personalized Medicine. In fact, we could say what personalized medicine, because at the moment there really is very little personalized medicine in asthma. Donc le titre de mon exposé, c'est l'asthme et la médecine personnalisée. Je pourrais mettre un point d'interrogation à la fin, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de... Je dirais qu'il n'y a pas de médecine personnalisée dans l'asthme. Mais je vais vous donner des résultats de certaines études qui vont vous convaincre qu'il est temps qu'on fasse de la médecine personnalisée dans l'asthme. Alors, déclaration d'intérêt. Alors, vous voyez que selon Gina, l'asthme est une maladie hétérogène caractérisée par une inflammation chronique. Donc, on le définit par une anamnèse des symptômes respiratoires que vous tous connaissez, donc je ne vais pas traduire sur ce diapo. C'est une maladie hétérogène, mais comment est-ce qu'on traite la maladie? On le traite en sus des symptômes, des exacerbations, et quelquefois on se sert de l'AVEMS, mais en fait on le traite au sujet des symptômes et de la sévérité de l'asthme. Donc on augmente l'approche pharmacologique à chaque palier, donc du palier 1 jusqu'à palier 4 et 5, et ceux qui sont sur sur un palier 4 et 5 sont ces malades qui se servent de beaucoup de médicaments anti-asthmatiques, particulièrement forte dose de ICS et là-bas, et aussi au palier 5, ce sont les corticosteroïdes. Et puis maintenant, depuis 10 ans en Europe, on a les anti-IgE qu'on peut se servir pour les asthmatiques allergiques sévères. Donc on a là un petit peu de médecine personnalisée, parce que ce ne sont pas tous les asthmatiques qui peuvent recevoir le omalizumab. Ce sont les asthmatiques allergiques sévères qui sont traités au palier 5. Donc ce sont cette catégorie de malades qu'on appelle asthme sévère, d'où je vais vous montrer des résultats des études qu'on a fait sur l'UBA-PrEP, où il faudrait qu'on commence à faire de la médecine personnalisée. Donc la définition de l'asthme sévère, donc c'est l'asthme qui nécessite un traitement avec des fortes doses de corticoïdes inhalés, plus un deuxième traitement de fond et ou des corticoïdes oraux pour l'empêcher de devenir non contrôlé, de rester non contrôlé malgré ce traitement. Donc une définition qui vous dit pas grand-chose sur la maladie. Qu'est-ce que c'est que cet asthme sévère? Mais c'est un asthme sévère. Dans la clinique, on s'en sert d'un traitement très fort pour essayer de le traiter. Et quelquefois, on arrive à le contrôler, et quelquefois, on n'arrive pas à le contrôler. Tout ça, ce sont des malades qu'on dit asthme sévère. Alors, dans cette étude qui a été financée par European Union et la Fédération pharmaceutique de l'industrie pharmaceutique européenne, dans cette étude qu'on appelle Unbiased Biomarkers Prediction of Respiratory Disease Outcomes, on a recruté, donc les malades ont été recrutés de 10 pays européens. Il y a la France qui était inclue, donc l'équipe de Marseille, M. Pascal Chanet, qui est le représentant français. Alors, on a recruté 617 participants
mais environ 400, dont 400 as sévères qui sont séparés en non-fumeurs et des fumeurs et ex-fumeurs. Alors je pense qu'au départ, ça a été décidé il y a presque 8 ans ou 9 ans quand on a commencé, mais je pense qu'on a fait un très bon choix d'inclure ces fumeurs et ex-fumeurs parce que c'est un groupe où on a un petit peu de... qu'on s'en sert maintenant pour essayer d'étudier ce ACOS, cet asthme et BPCO, ACOS. Mais je ne veux pas présenter les détails de ces résultats. Mais ce diapo vous montre qu'en moyenne, bon, il vous donne les valeurs moyennes, l'âge, etc. Donc en moyenne, le malade avec un asthme sévère, c'est plutôt une femme âgée de 51 ans, presque obèse, pas seulement overweight, comme on dit en Angleterre, avec 2,5 exacerbations par année, avec une IgE qui est au-dessus de la moyenne, à 119, en tout cas en comparaison avec les non-asthmatiques, c'est significatif. Beaucoup d'atopie, 70%, 35% avec des polypes nasaux, une baisse de la VMS, et 50% de ces malades sont sous corticothérapie orale. Et une augmentation de l'expectoration eosinophilique de 8% en comparaison avec les asthmatiques et en comparaison avec l'asthme modéré. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ces premières études que je vous démontrais, qui a été faite en fait par l'équipe de Charles Offray, de bioinformatique, l'équipe de bioinformatique de Charles Offray en France. Donc, on s'est servi de ces paramètres cliniques ou physiologiques. Donc, on s'est servi de 6 à 8 paramètres en se servant d'un principe mathématique pour faire un clustering de ces paramètres. Je ne vais pas rentrer dans les mathématiques. Donc, ici, c'est une approche mathématique pour faire un cluster qui soit stable et reproducible. Alors, on trouve en fait 4 clusters. Donc 3 clusters qui incluent les asthmes sévères. Donc on s'est servi des malades qui ne sont pas seulement asthmes sévères dans le groupe A et B, mais aussi du groupe C, l'asthme modéré. Et les asthmes modérés à sévères, ils sont dans le cluster 1, sont des asthmes bien contrôlés, qui sont que sur des doses modérées de forme de corticothérapie inhalée. Alors cluster 2, 3 et 4, et vous voyez que dans ces 3 clusters, vous avez 2 clusters qui ont une obstruction bronchique très importante, tandis que le cluster 4, il y a moins d'obstruction, mais ce sont des malades qui ont des exacerbations fréquentes. Et les 2 clusters où il y a une obstruction bronchique, ils se séparent en sus de leur exposition tabagique. Donc le fumeur ou ex-fumeur sont dans le cluster 2, on dit les cluster 3, évidemment les non-clusters. Mais il y a aussi une différence, c'est que le cluster 2 c'est un asthme à début tardif, et le cluster 3 c'est plutôt ces asthmatiques qui sont dépendants des corticoïdes oraux. Donc on trouve bien qu'à partir des paramètres cliniques et physiologiques, on arrive à trouver 4 clusters. Et je pense que, je ne sais pas, parmi vous, si vous asthmatiques, vous pouvez voir vos asthmatiques dans ces clusters-là. Alors, à partir de ce cluster, on se demande est-ce qu'il y a des biomarqueurs qui pourraient les séparer. Et en fait, je servis ici des biomarqueurs qu'on peut mesurer en clinique, les eosinophilies sanguines, le XR-Nano, et aussi là le CR-Perostine qui a été développé par l'équipe de Genentech comme un biomarqueur de TH2.
Et comme vous voyez là, il y a une distribution de ces biomarqueurs dans ces 4 clusters, comme dénoté ici par C1, C2, C3, C4. Et N, c'est le groupe normal, non asthmatique. Mais vous voyez que bien qu'il y ait des signes, en appliquant la statistique, il y a c'est significatif, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'overlap entre ces groupes de C1, C2, C3, C4. Par exemple, si vous dites, si vous avez une isolophilie de cet ordre ici, vous ne pouvez pas la distinguer de C1, C3 ou C4. Par contre, quand on applique ici pour voir quels sont les mécanismes qui peuvent différencier, par exemple, les asthmatiques dans le cluster 2, qui sont les smokers et ex-smokers, versus ceux qui ne fument pas, on trouve qu'il y a des pathways, par exemple, en examinant le transcriptome des cellules de crachat, par exemple, on trouve qu'il y a une différence sur la régulation du acting cytoskeleton ou du fibronectin matrix formation, et on peut dire que peut-être c'est un effet du smoking qui fait qu'il y a une différence entre ces pathways mécanistiques. Donc, quand même, on arrive peut-être à trouver des différences qui pourraient être importantes pour expliquer pourquoi on a un cluster 2 et un cluster 3. Alors, ça c'est une approche classique pour le clustering. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les données cliniques physiologiques, on a pris une approche mathématique pour faire des clusters, et puis ayant eu ce clusters, on se dit, mais est-ce qu'il y a une différence entre les biomarqueurs, est-ce qu'il y a une différence entre les mécanismes, entre ces 4 clusters? On arrive à trouver quelque chose. Mais je pense que la petite révolution qui a été faite ici dans le phénotypage, c'est cette approche que j'appelle non biaisée. Alors cette approche, c'est d'ignorer complètement la clinique et la physiologie, et on prend comme départ les molécules qu'on trouve dans ces malades, les molécules du point omics, transcriptomique ou protéomique. On essaie de faire un cluster sur ces omics, et on retrouve des phénotypes moléculaires, et puis on se dit, comment est-ce que ces phénotypes moléculaires, comment est-ce que, cliniquement, qui sont ces groupes de phénotypes moléculaires? Et en fait, ici, j'ai mis un autre terme qui s'appelle endotype. Alors, pour arriver aux endotypes, il faut prouver que ces phénotypes moléculaires, en fait, sont à la base de ces phénotypes. C'est-à-dire que, par exemple, on a décrit ces pathways, que ces pathways sont en fait la cause de l'asthme de ce groupe, de ce phénotype. Donc, un endotype. Alors, le premier papier qui a été publié dans cette approche de phénotypage moléculaire, c'était le papier de Woodruff. Donc, c'est un papier qui est maintenant très connu parce qu'il a mis, il a commencé à décrire ce TH2 fort, TH2 high. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des brochages épithéliaux, groupe une centaine d'asthmatiques légers à modérés, et dans ces brochages épithéliaux, ils ont regardé l'expression des cytokines TH2. Donc, ce sont ces cytokines ou ces gènes qui ont choisi la périostine, le CLCA1 et le SERPINB2.
Et comme vous voyez ici, l'expression dans ces brochages épithéliaux, il y a un groupe qui est très rouge, c'est-à-dire que l'expression de ces trois gènes sont très forts. Et il y a 50% où l'expression de ces gènes est très faible. Donc il y a deux groupes qui sont à l'extrême. Et là, ils ont aussi inclus les individus sains qui tombent dans le TH2 faible. Donc, et puis ils se sont dit, bon, on a vu les gènes, maintenant on va voir quelles sont les caractéristiques de cet asthme TH2 fort. Alors, les caractéristiques sont ici. Il y a plus d'isodéphiles dans le sang et dans le lavage broncho-alvéolaire. Les yeux cyriques sont augmentés. Il y a une augmentation de la MUC5AC, de la mucine MUC5AC, une augmentation de IL5 et IL13 dans les biopsies, une plus grande hyperactivité bronchique dans ce groupe-là, et puis il y a l'augmentation de la VMS avec les corticoïdes inhalés. Alors sur ce point, je voudrais vous montrer les résultats en fait de cette VMS. Et vous voyez que en fait 50% de ces malades asthmatiques légers à modérés répondent très bien au ICS, tandis qu'il y a 50% ceux qui sont TH2 faible, ils ne répondent pas du tout. Donc vous voyez en clinique, vous donnez votre malade de la corticoïde inhalée, c'est 50% qui vont répondre. Et qu'est-ce que vous faites en clinique quand votre malade ne répond pas? Vous augmentez la dose de la ICS. Bon, il y a quelques-uns qui vont répondre, mais il y en a d'autres qui vont rester. Et puis, ils reviennent chez vous. Qu'est-ce que vous faites? Bon, vous allez step 4, step 3, step 4, vous ajoutez X et Y, et puis step 4 et step 5, et puis vous avez un asthme sévère. Alors, je pense que si à cette époque-là, quand on avait introduit le ICS, et qu'on avait appliqué ces données ici, je ne pense pas qu'on aurait peut-être aussi d'asthme sévère qu'on en trouve aujourd'hui, parce que donc une médecine personnalisée qu'on avait commencé peut-être avec le ICS, ça aurait aidé à manager ces malades mieux. Ok. Maintenant, donc cette étude a été faite chez les asthmes légers et modérés. Alors, ce que nous avons fait avec UVA-UPRED, c'est qu'on a fait la même approche, mais pour l'analyse des TH2 high, TH2 fort, on s'est servi de notre système en choisissant une signature qui est un peu plus compliquée. Donc, c'est une signature TH2 qui sont les gènes qui sont augmentés quand les cellules épithéliales sont exposées à IL13. Là, on a pris un papier qui a été publié, c'est un papier de Holtzman. Donc, on s'est servi de ça, on appelle ça un signature, une signature, et puis on l'a appliqué dans les malades de l'UVA-UPRED, donc dans la sévère non-fumeur et la sévère fumeur, asthme léger modéré et contrôle. Et comme vous voyez ici, c'est le score d'enrichissement par cette signature de 216 gènes que je vous ai montré. Alors, comment est-ce qu'on a défini ce qui est fort et faible? Donc, on a regardé la limite pour les contrôles, et puis ce qui au-dessus, c'est fort, en bas, c'est faible. Alors, vous voyez ici, en termes de pourcentage, vous voyez que le pourcentage ici, c'est plus faible qu'on a vu dans l'asthme léger à modéré de Woodruff. Donc l'asthme sévère non fumeur, c'est 37%, tandis que l'asthme sévère fumeur, il y a 17%, il y en a moins. Et puis dans l'asthme léger modéré, c'est 25%, en contraste avec 50% que vous avez vu au départ. Donc c'est-à-dire que pour l'asthme TH2 faible, ils sont en majorité, et ça c'est un groupe où il faut quand même trouver un petit peu quels sont les mécanismes derrière les TH2 faibles. Alors maintenant, je vais vous montrer en fait comment est-ce que le TH
high, qu'on a dosé, comme je vous ai décrit, est en relation avec ces biomarqueurs qu'on peut s'en servir dans la clinique. Donc le FeNO, le blood eosinophil count et aussi le high serum peroxide. Donc c'est un diagramme de Venn qui montre le nombre de malades qui sont au-dessus des critères qu'on s'en sert, par exemple le FeNO greater than 30 parts per billion, blood eosinophil count greater than 300 per microlitre et serum peroxide greater than 5 nanogrammes par mille. Alors il y a 32% qui sont low, tous les trois biomarqueurs, et le reste, vous voyez, sur ce Venn diagramme, donc il y a des malades qui sont avec un FeNO et un blood eosinophil count qui sont élevés, qui sont là, et il y en a qui sont élevés pour tous les trois, donc il y a ici 13%, 42 malades. Alors quand on met le score de TH2, comme je vous l'ai décrit ici, et vous voyez que quand on a le FeNO qui est augmenté, le blood eosinophil count qui est augmenté, c'est avec un TH2 qui est élevé. Et aussi pour ceux qui sont tous les trois biomarqueurs qui sont élevés, et c'est avec un TH2, un score de TH2 qui est aussi élevé. Et vous voyez là qu'en dehors de ça, le score de TH2 est particulièrement basse. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'en clinique, vous pourrez vous servir d'une combinaison de blood eosinophil count et du FeNO pour faire un diagnostic de TH2 fort. Donc il ne faut pas le faire seulement sur un de ces biomarqueurs, et ces deux biomarqueurs, et vous pouvez aussi le faire avec les trois biomarqueurs qui sont tous élevés. Ils sont tous élevés, c'est-à-dire qu'il y a une forte probabilité que le TH2 est augmenté. Donc, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est la stratification qu'on peut s'en servir dans l'as sévère. Ça, c'est une étude qui est en train de se faire chez nous, où on a cette stratification et pour voir si ça va marcher. Alors, on inclut des asthmes par la définition de l'ATS-ERS qu'on a déjà publié. La première chose qu'on fait dans cette étude, c'est on fait une adhérence stratification, c'est-à-dire qu'on s'assure que les malades sont en train de prendre le médicament, particulièrement le corticodinalé. Et ici, on se sert d'un FeNO suppression test qui a été décrit par le poste Kiné à Belfast. Et s'ils sont non adhérents, ils deviennent non adhérents, et puis bon, on s'en occupe, on fait de l'éducation, etc. Mais en même temps, on essaie de voir s'ils sont TH2 fort ou TH2 low. Donc, s'ils sont adhérents avec un biomarqueur TH2 high, et là, on définit ça par une combinaison du FeNO, du blood eosinophil count et du serum peroxide. Alors, s'ils ont un TH2 high, ils vont dans des TH2 high clinical trials, donc dans des études cliniques de TH2 high, par exemple pour les anti-IL5 ou les anti-IL4 récepteurs alpha. Mais je pense que si le mepolizumab et le rezulizumab, etc., sont permis en Angleterre, ces malades-là vont être sur ce traitement. Alors l'autre côté, si on diagnostique maintenant un TH2 low avec ces trois biomarqueurs que je vous décris, alors ici on fait un corticosteroid optimization stratification, parce qu'il se peut que ces malades sont traités, sont overtreated, c'est-à-dire qu'ils prennent trop de corticothérapie par exemple, parce que la corticothérapie peut certainement supprimer l'expression des TH2.
Alors on fait un optimization and stratification, c'est-à-dire qu'on réduit la dose de la corticothérapie et on refait le dosage de TH2, TH2 high ou TH2 low. Alors s'il reste dans le TH2 low, ici on dit qu'on va faire un detailed clinical phenotyping parce qu'à ce moment il n'y a pas de traitement pour les TH2 low. Donc je pense que c'est un peu cette méthode qu'on va s'en servir, mais il faut attendre les résultats de cette étude qui va se terminer l'année prochaine. Alors en parlant du traitement nouveau, j'ai mentionné le mépolizumab, comme vous le savez, c'est un anticorps anti-IL5 qui va être le traitement d'un phénotype spécifique de l'as sévère. Donc un as sévère défini par plus de 2 exacerbations avec une dose maximale de ICS et une eosinophilie sanguine de plus de 150 par microlitre. Et là, je vous montre l'étude de la phase 3 qui a été publiée il y a 2 ans maintenant, une réduction de l'exservation par 50%, tant par le mépolizumab intraveineuse ou sous-cutané. On a toujours un problème en Angleterre pour l'avoir. NICE, qui est le comité qui décide tout ça, n'a pas accepté la première version de GSK. Je pense que c'est en sus de la limite de l'eosinophilie sanguine. Et ils sont toujours en discussion. Donc je ne sais pas quand on va avoir ça en Angleterre. Donc, je voulais maintenant passer au terme médecine personnalisée et en fait parler de la médecine de précision, parce que je pense que la médecine de précision, c'est un terme un peu que je préfère. Et vous voyez que les gens maintenant se servent de médecine personnalisée, médecine de précision, en fait, comme presque synonyme. Et puis aussi, il y a ce terme de P4, médecine prédictive, préventive, personnalisée, participatoire, de Leroy Hood, qui est en fait le concept de cette médecine personnalisée. Donc la médecine de précision, je ne sais pas où j'ai reçu cette définition, j'ai pris cette définition, mais c'est une approche émergente pour le traitement et la prévention des maladies qui prend en compte la variabilité individuelle des gènes, de l'environnement et du lifestyle de chaque personne. Ça, c'est très important. Je pense que nous, cliniciens, c'est ce qu'on fait tous les jours, non? Mais la seule chose qu'on ne fait pas, c'est les gènes. C'est ça qui a été l'élément très important des dernières années, qu'on puisse mesurer les gènes, mesurer toutes les protéines, faire de la métabolomique, et faire du microbiome, etc. Donc il y a une révolution là-dessus, et c'est pourquoi maintenant on parle de la précision de médecine. En fait, Obama qui va partir bientôt, mais je pense que s'il va laisser quelque chose, c'est ce qu'il a dit ici en 2015. Ici, ce soir, je vais lancer cette initiative précision de médecine pour qu'on puisse guérir des maladies comme le cancer et le diabète. Et puis, on va donner accès à l'information personnalisée qui vont nous mettre plus en meilleure santé, voilà. Ok, c'est ce qu'on a. C'était l'objectif en fait de l'UBA-EPRED, parce que dans l'UBA-EPRED, un des grands objectifs c'était d'avoir tous ces data qu'on a obtenus du sang, du crachat, de l'urine, des biopsies et des brochages bronchiques. Alors je ne vais pas vous donner tous les résultats qu'on a
eu de l'UBA après, je vous en présenté les résultats sur les TH2. Mais je voudrais terminer vous présenter cette analyse transcriptomique et protéomique des cellules inflammatoires de extraction. J'appelle ça une empreinte digitale des crachats. Parce qu'il y a des données très intéressantes qui sont sorties de cette analyse. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un clustering. Comme je vous ai dit, maintenant, au départ, on ne prend pas la clinique, on ne prend pas la physiologie, on regarde que les gènes. Donc, ce sont des gènes exprimés différemment dans l'as éosinophilique ou non éosinophilique. Donc, bon, il y a, je ne sais pas, 30 000 gènes qu'on a. Ce serait difficile d'analyser les 30 000 gènes. Hein. Ça, c'est impossible. Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on s'est dit, est-ce qu'on peut voir les gènes qui différencient l'as mésonophilique défini par le nombre des œufs dans le crachat versus un as non éosinophilique. Alors qu'on fait cette différenciation, on a 478 gènes. Et ces 478 gènes, on a fait un clustering hiérarchique. Et ces 478 gènes, on les a divisés, ils sont divisés en 3 clusters. On appelle ça le transcriptome associated clusters. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour le cluster 1, TAC1, c'est plutôt éosinophilique, tandis que le deuxième cluster, il y a un mixage de éosinophilique ou non éosinophilique. Okay? Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Quels sont ces gènes? Alors, ils sont là. Ce n'est pas seulement les gènes que j'ai mis ici, de ce micro-arrêt que je vous ai montré là, mais j'ai aussi mis l'inflammation dans l'expiration. Ici, la technique en fait de GSVA pour voir des pathways, la protéomique qu'on a mesuré, qu'on a dosé dans le sang, dans le surnageant des expectorations, et on a dosé en fait 1500 protéines. Et puis les caractéristiques cliniques, et vous voyez là, le TAC1, le TAC2 et le TAC3, il y a 3 différentes caractéristiques cliniques. Donc le TAC1, c'est plutôt l'as sévère, avec des polypes nasaux, et l'utilisation des corticoïdes oraux, et une obstruction bronchique sévère. Donc ce TAC1, c'est vraiment le plus sévère, tandis que le TAC2 et le TAC3, c'est des as moins sévères, modérés à sévères. Une obstruction bronchique modérée pour TAC2 et légère pour TAC3. Taux sanguin de CRP dans le sang qui est élevé ici dans TAC2. Moins de prednisolone et exhalation moins fréquente pour TAC3. Donc vous voyez qu'on a commencé à partir des gènes pour avoir 3 différents clusters. Alors, quels sont ces gènes? Alors, vous voyez là, ici, les gènes, il y a le 33 récepteurs, TSLP récepteur, récepteur de éotaxine, récepteur de IL3. Alors, on dit que c'est TH2 associé parce qu'avec le GSVA, le Gene Association, on a la signature du TH2 et IL2 qui est augmentée la plus haute dans le TAC1. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a défini dans le TAC2 et TAC3 qui sont des clusters qui ne sont pas TH2 high, ce sont des TH2 low. Alors vous voyez ici, le TAC2, c'est l'inflammasome lié à une activation des macrophages. Et le TAC3, c'est le stress oxydatif avec un défaut des mitochondries. Ouais, ça c'est tout à fait nouveau. Et vous pouvez voir comment vous pouvez expliquer qu'avec le TAC2, il y a une élévation du CRP qui est, on sait, liée à l'inflammation. Okay. Et ici, le TAC3, c'est le stress oxydatif dans le mitochondrie qui est associé avec le TH17 avec AG, des gènes de AG. Donc le TAC3, c'est un petit peu une maladie de AG. Ok. Donc, de
c'est phénotype moléculaire. Donc vous voyez ici, je l'ai mis en fait ici dans TH2, less TH2-like inflammation, avec ce TAC3 que j'ai mis ici, et ce TAC2 avec en fait une infection bactérienne avec une activation de l'inflammasome. Ok. Donc je pense que on est en train de faire plus d'évaluation, plus d'analyse, pas seulement dans les crachats, mais dans les brochages à l'épithéliaux, dans les biopsies. Et en fait, on vient de publier un papier dans le Blue Journal sur ces deux éléments. Et il y en a plus qui vont venir, parce que l'analyse va nous prendre, je sais pas, pendant 2 ou 3 ans à compléter. Donc les antitypes d'ACVR vont impliquer plus d'une voie de signalisation, ce qu'on a trouvé dans ces TAC 1, 2 et 3. Et les voies de signalisation moléculaire identifiables contribuent aux caractéristiques cliniques associées au phénotype moléculaire. Et ça, c'est la base des endotypes. Et ça va conduire à de nouveaux endotypes et de nouveaux groupes de biomarqueurs, de nouvelles cibles pour le traitement. C'est un petit peu comme à ce stage où on est tous aveugles. Et on touche un petit peu là, ici, et on dit ah oui, ça c'est ça, et ça c'est ça. Mais j'espère qu'en prenant cette approche, qui est une approche tout à fait complète, on n'a pas d'hypothèse. Cette approche, on n'a pas d'hypothèse, et on essaie de construire quelque chose à partir des gènes et des protéines. Enfin, ça c'est un travail de longue haleine. Obama, en disant en 2015, qu'il y a une médecine de précision, mais la médecine de précision, ça va prendre un peu de temps. Alors pour vous, cliniciens, l'information que je vous donne ne vous sert à rien en ce moment, parce que vous n'allez pas faire de crachat, vous n'allez pas faire de PCR, vous n'allez faire du micro-arrêt. Alors, ce qui est très important, c'est que tout ce que je vous ai décrit, il faut qu'on le convertisse, ces candidats biomarqueurs. Il faut qu'on convertisse ces empreintes digitales à des candidats biomarqueurs. Et ces candidats biomarqueurs, il faut le convertir à des biomarqueurs au lit du malade. Ça ne sert à rien d'avoir ces candidats biomarqueurs. On fait la somalogique assez de 1200 protéines dans l'oxygénation des sputum. Il faut avoir un biomarqueur. Donc là, c'est du travail qui a déjà commencé. Et l'autre aspect, c'est qu'on peut trouver des cibles existantes et ce sont donc des nouvelles thérapies, particulièrement pour ces TH2 faibles, où la majorité de ces malades sévères existent. Donc c'est un travail de Dubai Press, c'est un travail d'effort de plusieurs personnes, dont je mentionne plutôt ici ceux qui ont fait de la bioinformatique pour trouver ces phénotypes moléculaires et à la fin des endotypes. Et en fait, UBioPred, c'est une collaboration pas seulement universitaire et hospitalière, mais aussi avec l'industrie et aussi avec les organisations des malades, très important. Et puis vous voyez toutes ces filières, tous ces gens, tous ces spécialistes qui travaillent ensemble pour produire les résultats que je vous ai décrits. Merci. Merci beaucoup pour cette excellente communication qui nous projette dans le futur, mais un futur rassurant surtout, avec de bonnes perspectives de pratique. Alors je voulais donner la parole à la salle, si vous avez des questions à poser. Bonjour. Dans le clustering que vous avez montré tout à l'heure, juste une question entre le cluster 3 et le cluster 4. Vous avez mis que le 2 c'est de l'asthme sévère, par contre le cluster 4, femme enceinte et obésité. Oui. Donc quel est l'agent? Est-ce que c'est la femme enceinte ou l'obésité plutôt qui caractérise le cluster 4? La femme enceinte? Ou femme, je ne sais pas. Femme, oui. Non, c'est la femme obèse avec exacerbation multiple. Mais
Et très peu d'obstruction. Est-ce que c'est parce qu'elle est femme ou parce qu'elle est obèse? Non, les deux. Les deux. Les deux, oui. Que ce soit femme. Oui, oui, c'est une femme obèse avec des exacerbations. C'est pas forcément un homme obèse. Pardon? Il faut que ce soit une femme. Oui. C'est pas un homme. C'est en majorité une femme. Je ne me rappelle pas, je pense que c'est à 70% des femmes. Ouais. Moi, j'ai un peu de problème avec l'hyperéosinophilie. Oui. Parce que là, on est en train en France de nous lancer un médicament où il faudra avoir une hyperéosinophilie. Alors, je ne sais plus si c'est 150 ou 300, Oui. mais s'il faut 2 exacerbations par an et s'il faut plus de 1000 mg de fluctiforme, de fluticasone plutôt, moi j'ai quasiment tous mes patients qui vont être incluables. Qui vont être Pour influables moi, parce une que- hyperéosinophilie, c'est quand même un peu plus que 300. Alors pourquoi, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve. En plus, c'est variable. Oui, oui, c'est variable. Donc, je pense que ce qu'on va nous dire, c'est qu'il ne faut pas seulement faire une analyse des eosinophiles, il faut faire plusieurs. Bon, c'est variable, il y a des trucs qui peuvent augmenter les eosinophilies, hein, si on va courir, etc. etc. Oui. Non, non, mais il y a des malades qui existent. Bon, ils prennent des médicaments à forte dose, fluticasone, etc. Et leur eosinophilie persiste toujours. Ça existe. Donc ce sont ces malades qui vont avoir ça. Avec 2 exacerbations, au moins. C'est tout à fait. Pour moi, c'est un surtraitement. Il y a beaucoup trop de malades qui vont bénéficier de ça. C'est fait pour ça. Vous dites que vous ne trouvez pas ces malades. Non. Ah, vous trouvez? Ah oui, non, je pensais que ça... Non, bon. C'est pas tout le monde qui a une eosinophilie. Ça dépend où on place le cas. Tu parles de l'anti-L5. Oui. Non, ça dépend. Je pense que le problème en Angleterre avec le NICE, c'est que le NICE est vraiment très inquiet qu'avec le 150, ils vont déborder. C'est-à-dire qu'on va mettre tout le monde. Oui. Oui, le problème est là, c'est que le problème c'est que la FDA a débordé déjà, Oui. et c'est ce qui fait qu'on pousse les autres à déborder de la même façon. Oui. Et le laboratoire en question, on l'a lancé aux États-Unis au départ exprès pour qu'il ait justement cette marge très importante, mais ce qui fait qu'un asthmatique va coûter quand même $3000 par mois. C'est plus Sur cher le que- plan médico-économique, ça va être la faillite des caisses. Voilà. Je pense, et je partage tout à fait ton avis. Oui. Je pense que... Oui, c'est déraisonnable. Je pense qu'on Ouais. on devrait nous-mêmes, Alors- en tant que praticiens, freiner un peu cette attitude. Oui. Alors, je ne sais pas, en Angleterre, on pense qu'il faut avoir 4 exacerbations, et puis, je ne sais pas, on parle de 400 ou 500 par an. La démonstration que vous faites est une approche réellement originale et intéressante, mais l'utilisation marketing qui est faite de cette approche, elle est claire, on l'aperçoit dans la salle, elle est à mon point de vue totalement déraisonnable, et je pense que le laboratoire en question, que tout le monde connaît, va entraîner un rejet du produit, car le problème économique que ça pose, quand on sait que 50% des patients qui sont la plupart du temps maltraités sont des patients, comme vous l'avez bien souligné, qui ne suivent pas leur traitement. Oui. Est-ce qu'on va mettre le médicament à $3000 parce que vous voyez tout de suite que la prise en charge d'un asthmatique, vous savez que moi, est extrêmement complexe, on ne peut pas l'approcher par 150 eosinophiles, c'est pas possible. Oui, il ne faut pas se servir, puisque j'en ai Chantal. montré dans une étude. Chantal. Merci. Merci beaucoup, Fan. C'est toujours un vrai plaisir de t'écouter. Moi, je pense qu'effectivement, mais ça illustre bien, je pense que la présentation de Fan aujourd'hui, elle illustre bien qu'on pose un diagnostic d'asthme sévère après une démarche quand même qui est rigoureuse. Ça, je pense qu'on sait tous le faire.
Et effectivement, elle a le mérite aussi de pointer qu'un seul biomarqueur ne suffit pas. Que là, l'idée, même si c'est encore du domaine de la recherche, mais quand même une recherche très appliquée, puisqu'il s'agit de patients, on a besoin de plusieurs biomarqueurs. Et que justement, ce qui est probablement proposé par un laboratoire sur un biomarqueur est peut-être déjà même un petit peu obsolète, entre guillemets, je m'excuse, mais par rapport aux essais thérapeutiques qui ont été montrés sur un biomarqueur, parce que là, on voit bien la complexité d'avoir plusieurs biomarqueurs pour mieux définir les patients répondeurs qui vont bénéficier d'un traitement. Alors que c'est très intéressant. Voilà. Cette approche est Oui, très c'est Bien sûr. Non, ce qui est intéressant, c'est le caractère pernicieux du laboratoire. C'est-à-dire qu'on part des asthmes sévères pour décliner une approche, et puis au bout de l'approche, en conclusion, on le remet à tous les asthmatiques. Et c'est ça le caractère pernicieux. En fait, ça n'intéresse que 4% des asthmatiques, ça devient à 100% des asthmatiques. Et c'est ce que j'ai reproché un peu au lancement du produit où j'ai assisté, en disant il faut quand même vous ralentissez un peu vos élans, et considérer qu'on a affaire à 4% et non pas à 96%. Et que les 96%, comme vous l'avez si bien dit, si on les prend bien en charge, on va se trouver dans des coûts de pratiquement rien du tout, de 40 € par an, par mois, plutôt que d'avoir 3 000 $. Mais eux, ils sont très pernicieux, c'est-à-dire qu'ils vous offrent un peu le produit dans la complexité de votre approche quotidienne pour après le généraliser. Ça fait quand même très pernicieux comme approche. Oui, moi je voulais quand même me recentrer, puisque la présentation de Fan n'était pas voilà, elle était beaucoup plus générale. Moi, ce qui m'a intéressé aussi, c'est l'aspect sur les phénotypes TH2 low, sur l'aspect aussi de se dire on va essayer de diminuer finalement cette corticothérapie. Parce que si on sait qu'ils ne sont pas répondeurs, effectivement, dans l'approche que tu décris très bien, on a toujours tendance à surenfiler les couches et pas à désescalader pour voir si finalement, probablement que le résultat serait le même, puisqu'ils ne répondent pas à la corticothérapie. Et ça, je trouve ça vraiment très intéressant, de désescalade. Alors, malheureusement, on n'a pas un biomarqueur qui nous dit si le malade va répondre à la corticothérapie ou non. S'il y avait un biomarqueur dans cet aspect, je serais vraiment, en clinique, je serais vraiment très... Il y a combien de laboratoires qui peuvent faire la discrimination du TH de low, TH de high? Par exemple, moi je veux savoir si mon patient est TH de high ou TH de low. Combien de laboratoires en France qui vont pouvoir faire ça? Ça, c'est en Angleterre, ça va se faire? Non, ça c'est... je ne pense pas qu'on peut se servir de ça parce qu'il faut faire un micro-IRM, etc. Oui. Non, peut-être qu'il faut le faire. Oui. C'est des crachats, oui, peut-être qu'il faut le faire. Non, mais ça, il y a des laboratoires qui peuvent faire ça. Ça va coûter, je ne sais pas moi, environ 500 $ par... Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant aussi. Mais par exemple, il y a des biomarqueurs comme la périostine, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas plus? Les biomarqueurs comme la périostine, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas plus? Les fractions, le NO2 exhalé, on sait quand même que c'est très variable selon les laboratoires et selon l'état de l'asthme. Bon, la périostine, bon, ça a été développé par Roche, Genentech. Je pense qu'ils n'ont pas de patente, je ne sais pas, ils ont une patente là-dessus, parce qu'ils se servaient de ça pour leur programme de anti-13, qu'ils ont abandonné maintenant. Mais la périostine ne marche pas aussi bien que le FiNO. Exactement. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que si on fait une combinaison du FiNO et blood eosinophile, ça devrait marcher mieux que ce stéroïde de chacun. Donc un dosage de eosinophile sanguin n'est pas très bon. Non, je voulais rebondir sur la périostine. Il y a eu des papiers, on s'est amusé à doser pratiquement chez un groupe de malades, de léger à modéré à sévère. On n'avait pas trouvé une grande variabilité. Et la conclusion était il faut réserver ça aux malades sévères non répondants au traitement pour pouvoir leur donner le traitement conséquent à la périostine plus. Mais multiplier la périostine en tant qu'examen à des malades qui répondraient normalement à la corticothérapie inhalée classique, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis c'est coûteux en plus. Voilà, c'est toujours le même principe. En fait, moi je voulais revenir sur une chose dans la discussion que j'ai eue avec Beckman concernant la médecine personnalisée. Moi je pense que c'est le terme qui va le moins bien à l'asthme.
Parce que l'asthme ne peut pas avoir de médecine personnalisée à cause de son hétérogénéité, mais aussi à cause de sa variabilité. Parce qu'on peut être dans un sévère variable, contrairement à d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension, qui ont une certaine stabilité, ou même la BPCO. Donc moi je pense qu'on peut dire, comme tu l'as si bien dit, une médecine adaptée, de précision, c'est le terme qui convient plus à l'asthme que médecine personnalisée qui ne convient absolument pas du tout. Est-ce que l'augmentation du NO est un marqueur d'efficacité des anti-interleukine 5? Ah, je ne me rappelle pas. Je pense que GSK a fait des analyses là-dessus, mais je ne me rappelle pas. Ouais. Je ne peux pas te dire. C'est pas noté dans les critères. Non, c'est pas noté dans les critères. Non, c'est pas dans les critères, c'est ça. Ouais. Bernard, Tanguy, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est pour répondre à monsieur. Pour répondre à monsieur sur les anti-interleukine, le bépolizumab, c'est dans les 3 critères que je représentais, c'était plus de 2 exacerbations, plus de 1000 microgrammes de fluconazole et eosinophile sanguine supérieure à 150. Voilà les 3 critères. Ça c'est quoi? C'est de quoi? Pour les anti-interleukine 5. C'est de quoi? De GSK? Non, c'est pas la question. La question c'est sur le FINO. En tout cas, ils sont passés de 150 à 300, ça c'est sûr. Oui. Enfin, en France, en tout cas, ils sont passés de 150 à 300. Et ils parlent un peu du NO, mais je ne sais pas si sur le plan scientifique, je ne sais pas si c'est un marqueur potentiel d'efficacité. Je pense que mais il n'y a pas que GSK qui fait ça, mais il y a Teva, le Reslizumab qui va sortir, et puis il y a AstraZeneca qui ont leur... donc, je pense que chez Teva, ils se sont servis de combinaison de planisonofil et de FINO. Il faut que je regarde. Chang, avant de terminer, parce que ta communication est super intéressante, moi je l'écoute pour la 2e fois. On a déjà l'ORS, je me suis régalé une fois, et puis la 2e maintenant. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'on doit retenir comme c'est des éléments futuristes de ce que tu as dit? En 2 mots. On va définir bien plus de phénotypes moléculaires. Je pense, en fin de compte, des endotypes, plus que les TH2. Je pense qu'on a mis trop d'emphase sur la TH2. Il y a des endotypes qu'on va décrire. Je vous ai donné un petit aperçu. Est-ce que tu penses qu'on aura, d'ici 5 ans, un marqueur endotypique qui pourra nous dire est-ce qu'on va plus sur les corticoïdes inhalés, est-ce qu'on va plus sur la thérapie ciblée, est-ce qu'on va plus sur les antileucotriennes, par exemple? Oui. Non, sur les corticoïdes inhalés, c'est ça. Je pense qu'un comptage des eosinophilies dans le sang, ça c'est très bien pour les corticoïdes. Hein. Ça, je pense qu'on l'a décrit depuis je ne sais pas quand, 1950. 1960, parce que le corticoïde inhalé, c'était 70. Oui. Voilà. Oui, ce sera une médecine bien plus de précision. De précision. Oui. Alors, encore une fois, nous remercions notre médecin pour cette excellente présentation.